Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un personnage inconditionnel soutien de la chute de la monarchie. Fils d'un capitaine bourguignon, Louis-Antoine Saint-Just étudie et écrit des vers à l'heure où la Bastille est prise. S'enthousiasmant pour la Révolution et pour Robespierre, il doit attendre la chute de la monarchie en 1792 pour être élu député de l'Ain. Il lui reste alors moins de 2 ans à vivre. Vous en savoir plus sur Saint-Just? Venez avec moi. Ceci est la période qui constitue l'immense majorité de son existence, et où s'est préparé le personnage politique qui va émerger sur la scène nationale au cours de l'année 1792. Saint-Just, issu d'une famille aisée de roturiers, malgré l'existence d'une particule dans le nom. Louis-Antoine vient au monde le 25 août 1767, fils de Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg, capitaine de cavalerie décoré de l'ordre de Saint-Louis, et de Marie-Anne Ribonneau. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. En octobre 1776, la famille Saint-Just s'installe dans l'Ain, à Blérancourt. Louis-Antoine perd son père en 1777 et sa mère le place en pension au collège Saint-Nicolas de Soissons en 1779, où il étudie jusqu'en 1785. Doté d'une solide éducation qui puise dans le creuset d'une culture classique obtenue auprès de professeurs, diffusant des idées nouvelles contraires à la monarchie et à l'Église catholique. Saint-Just poursuit ses études après un épisode de fugue à Paris en 1786, en intégrant la faculté de droit de Reims, dont on ne sait s'il est sorti diplômé. C'est au cours de son voyage rémois qu'il forge définitivement ses opinions politiques, fortement marquées de ses lectures des Lumières. C'est au cours d'ailleurs de ces années qu'il publie ses premiers ouvrages, notamment Harlequin Diogène ou encore Organ, poème en 20 chants, qui l'oblige à se réfugier sous un prête-nom à Paris. Il sera alors témoin des premiers épisodes révolutionnaires dans la capitale, événements qui le pousseront à s'engager dans le combat politique. À l'échelle locale tout d'abord, et notamment dans son village de Blérancourt, élu officier de la garde nationale, nourrissant des ambitions à la députation, Saint-Just intrigue de nombreuses fois pour contourner la loi électorale dont il ne remplissait ni les critères financiers ni les critères d'âge. Au contact de la population rurale, il fait son apprentissage d'homme politique en s'impliquant fortement dans la vie locale. Ardent défenseur de la Révolution, il participe à la fête de la Fédération et en 1790, il fait partie du cortège qui escorte la famille royale au retour de sa tentative de fuite à Varennes. Il fait la connaissance de Robespierre et devient un de ses proches, prémisse d'une amitié future, et continua de publier notamment l'ouvrage L'esprit de la Révolution qui fut un succès de librairie. La chute de la monarchie le 10 août 1792 lui donne l'occasion de se présenter à la députation, où il s'oppose et critique ouvertement et sans fondement aussi bien l'Église que la noblesse. Remplissant alors toutes les conditions requises, Saint-Just est élu député de l'Ain. Suite à la chute et l'assassinat de Louis XVI, Saint-Just fait ses premiers pas à la Convention, en déployant des moyens pour gagner petit à petit une place principale dans la hiérarchie du nouvel État. À peine installé à Paris, Saint-Just se fait remarquer par la radicalité de ses opinions, qui tranche avec sa grande jeunesse. Ses discours sur le jugement de Louis XVI le prouvent. On ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. C'est à travers cette sentence puissante que Saint-Just appelle à l'exécution de Louis XVI, rompant avec ses premières théories politiques. De tous les fronts, Saint-Just intervient aussi à la Convention sur les questions de ravitaillement, plaidant pour la confiance affichée aux marchands, la liberté de circulation des denrées et la diminution drastique du nombre d'assignats en circulation. Saint-Just rallie l'Assemblée à son avis. Sa dureté et sa rhétorique font de lui une des voix des montagnards, puis des comités du salut public, se déchaîne contre ses adversaires girondins. Mais c'est avant tout sur la question militaire que Saint-Just impose peu à peu son avis et sa participation.
Il intègre le comité de la guerre dès octobre 1792, pointant à la tribune dès début 1793 la nécessité de réorganiser le ministère de la guerre et de procéder à la levée de 300 000 hommes afin de résister à la coalition européenne. Lors des massacres de septembre, Saint-Just acquiert son surnom d'archange de la terreur, qui se concrétise avec l'armée, sur une suite d'exécutions sommaires qui se sont déroulées du 2 au 6 septembre ou au 7 septembre 1792 à Paris. Des massacres semblables ont également eu lieu dans le reste de la France, à Orléans, Meaux, Reims, Versailles. Sur une plus longue durée, ces exécutions s'inscrivent dans un contexte de panique des révolutionnaires, provoquée par l'invasion austro-prussienne, puis par des rumeurs de complots internes, ainsi que de l'éventualité d'une répression envers les royalistes ou leurs alliés éventuels. Les massacreurs vont dans les prisons de Paris et tuent un grand nombre de leurs occupants, prisonniers royalistes ou de droit commun. Les chiffres sont plus ou moins connus. À la grande prison de la Force, 168 tués pour 406 détenus. À la petite Force, une victime pour 110 détenus, dont la princesse de Lamballe. Le 2 septembre, 116 religieux réfractaires sont massacrés à la prison des Carmes, sur les 160 qui étaient tenus sous surveillance. Cet épisode de la Révolution française fait probablement plus de 1300 morts à Paris et 150 morts dans le reste de la France. Ces massacres sont un des sommets de la violence révolutionnaire, au moins dans la capitale, et en d'autres temps, il y aura par exemple la guerre de Vendée où les révolutionnaires massacreront aussi bien les combattants que les civils et les animaux, les noyades de Nantes, des milliers de personnes suspectes aux yeux de la République, prisonniers politiques, de guerre, de droit commun, gens d'église, ont été tous noyés. Ils installent un climat oppressant. On dénote dans la capitale une forte progression des montagnards, due surtout à la pression qu'exerce la commune insurrectionnelle sur les candidats qui ne font pas partie de ses fervents partisans. Durant les premiers mois de la Convention, au moment même où se jouait la lutte d'influence entre les Girondins et les montagnards, Saint-Just s'engage sur le terrain institutionnel. Très critique envers le projet de constitution proposé, Saint-Just plaide pour une prééminence de l'Assemblée sur le gouvernement. Cette critique l'amène à intégrer la commission de constitution qui fut rattachée au comité du salut public le 29 mai 1793, 4 jours avant le coup d'état parlementaire des montagnards, auquel Saint-Just participe pour augmenter son influence et son pouvoir. Et en effet, ce coup de force le rapproche encore plus des hautes responsabilités. Néanmoins, Saint-Just participera par la suite activement à la chute des Girondins, en se voyant confier la rédaction du rapport d'accusation, devant conduire les députés girondins à être arrêtés le 2 juin devant le tribunal révolutionnaire. S'il cherche à épargner la majorité des députés concernés, accent ses plus vives attaques sur les fuyards, les lourdes accusations portées contre ses collègues, notamment celles de fédéralisme, participent au durcissement de la Convention, chauffée à blanc par l'assassinat de Marat ou la prise de Mayence par les Prussiens et les Autrichiens en juillet 1793. Le rôle de Saint-Just dans la traque et la chute des Girondins, jugés responsables, apparaît donc crucial. Parvenu au sommet du pouvoir, Saint-Just intègre la section de la guerre du comité du salut public. Au sein de cette dernière, il sera amené à travailler auprès de Carnot. Les deux hommes partagent d'ailleurs les mêmes vues sur les actions à entreprendre. Usant de sa jeunesse et de la volonté qui l'anime, Saint-Just abat avec l'ensemble des membres du comité un travail considérable. Face à l'état de guerre, la Constitution de l'an 1 cède la place à un régime d'exception. Chargé de présenter le projet de décret à la Convention, Saint-Just expose le 10 octobre les grandes lignes de ses idées nouvelles et notamment la volonté implacable d'éliminer les ennemis de la Révolution et d'épurer la population, accusée de sympathie royaliste. Saint-Just vient de théoriser la terreur. Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle, car depuis que le peuple français a manifesté sa volonté, tout ce qui est opposé est hors le souverain, tout ce qui est hors le souverain est un ennemi.
Saint-Just, entre 1793 et 1794, se voit confier différentes missions qui constituent une part très importante de son œuvre. Compte tenu de ses connaissances dans le domaine militaire, Saint-Just, mobilisé dès le 9 mars 1793, est envoyé dans les départements de l'Ain et des Ardennes afin d'y organiser la levée en masse. De retour à Paris, à la fin du mois, il y retourne au cours de l'été avant d'être envoyé le 17 octobre 1793 vers l'armée du Rhin. Affichant une sévérité inflexible dès son arrivée, Saint-Just fait renforcer en urgence les effectifs de l'armée du Rhin en ponctionnant l'armée du Nord de 20 000 hommes. Débutée le 16 novembre et se déroule en 2 étapes, la campagne d'Alsace est un succès, conférant au passage un prestige immense à Saint-Just. Après le Rhin, Saint-Just est envoyé auprès de l'armée du Nord le 22 janvier 1794, une première fois, puis une seconde fois le 29 avril, accompagné à chaque fois du député Lebas. Lancé le 10 mai, l'offensive française visant à reprendre le contrôle de la Belgique, malgré de multitudes d'échecs, parvient finalement à s'emparer d'Ypres et de Charleroi le 25 juin. Le lendemain, en présence de Saint-Just, l'armée française vainc les armées autrichiennes et prussiennes à Fleurus. Il ressort que Saint-Just s'implique dans les affaires militaires sous un angle politique. Son énergie, sa rigueur et sa capacité à insuffler de l'enthousiasme et de la terreur auprès des soldats font des merveilles. Conscient de devoir forger sa légende, Saint-Just agit sur le terrain de manière spectaculaire. Il trouve pour cela soutien auprès d'un entourage fidèle, comme le député Lebas, ce qui dénote des relations difficiles, pour ne pas dire exécrables, que Saint-Just entretient avec les autres représentants en mission. Au conflit d'ego s'ajoutent les dissensions politiques. Parmi toutes les actions entreprises par Saint-Just sur le terrain militaire, son rétablissement de la discipline a particulièrement marqué ses contemporains. Faisant face aux problèmes de discipline quotidiens, aux soldats qui se faisaient porter pâle et aux désertions nombreuses, Saint-Just frappe fort et vite. Par la dégradation publique et la destitution notamment des cadres et des officiers, mais aussi par l'exécution dans le cas de désertion et de trahison. Les sentences sont rendues par les tribunaux militaires de l'armée du Rhin, transformés en commissions révolutionnaires, sur l'avis de Saint-Just, qui ne manque pas d'offrir promotion sur promotion aux soldats les plus valeureux et les plus républicains. Citons le cas du général Jean-Adam Mayer, progressivement devenu général de division. La levée en masse de 300 000 hommes pose très rapidement à la Convention et au Comité du salut public le défi du ravitaillement. Saint-Just dut lui faire face aux problèmes sur le théâtre du Rhin et du Nord. Pour ce faire, il a recours massivement aux réquisitions portant sur les grains, le bétail, les chevaux et tout ce qui était nécessaire à l'équipement de l'armée, souliers ou encore chemises, sans se soucier des habitants. Saint-Just et Lebas prirent d'ailleurs le 15 novembre 1793 un arrêté célèbre ordonnant la saisie dans les 24 heures des souliers et des manteaux strasbourgeois. Pour appuyer sa vaste politique de réquisition, Saint-Just lance un emprunt forcé auprès des habitants de Strasbourg dès son arrivée, suscitant des oppositions naturelles, et malgré les menaces appuyées, cet emprunt fut finalement peu productif. Sur les 9 millions de livres attendus, seuls 3 furent récoltés. Ce qui n'empêche pas Saint-Just de réitérer l'expérience dans l'armée du Nord. Le passage du théoricien de la terreur en Alsace et dans le nord de la France ne fut pas sans conséquence pour la poursuite des ennemis de la Révolution. Dès son arrivée, Saint-Just ordonne l'arrestation de tous les suspects présents dans les villes traversées, qu'ils soient réfractaires aux idées révolutionnaires, espions ou simplement suspects. Ce sont ainsi près de 3000 personnes qui sont arrêtées en Alsace, la plupart échappant aux tribunaux révolutionnaires. Dans une société avec des institutions, ce terme désignant ici l'ensemble des règles sociales susceptibles de perfectionner les individus, stable, reposant sur la démocratie représentative, une société de petits propriétaires indépendants et une économie de marché contrôlée par un État fort, mais non despotique. Une telle conception utopique de la société va de pair avec une importance primordiale donnée à la question de l'éducation des enfants.
À ce titre, Saint-Just imagine un système éducatif empruntant très largement à la cité de Sparte, dans l'objectif clair de faire naître un homme nouveau. Loin d'être original dans ses approches, Saint-Just opère ici une synthèse des différents travaux qui ont forgé sa pensée. Le système de pensée de Saint-Just, bien que largement inapplicable, découle néanmoins sur le vote des décrets. Rappelons l'objectif des décrets de Ventose, à savoir libérer les détenus injustement retenus et la confiscation des biens des immigrés pour les redistribuer. Radicale dans sa forme, cette décision fait l'objet néanmoins de vives critiques au sein même du gouvernement et peine à être mise en œuvre, tant il sera difficile pour les services administratifs de dresser la liste des personnes concernées, de faire appliquer une même réglementation sur tout le territoire national, ou encore même de se mettre d'accord sur une notion aussi vague qu'indigent. L'échec de ces décrets marque d'ailleurs la fin de l'utopie Robespierre. À partir de 1794, le pouvoir est le théâtre des confrontations et rivalités au sein des montagnards, fracture largement étudiée par les historiens. Il s'agit des oppositions entre les différentes branches révolutionnaires, où Saint-Just y prend part de tout son poids. Dès le 12 mars 1794, le Comité du salut public prend la décision d'arrêter Herbert et ses partisans. Saint-Just se voit confier la tâche de rédiger le rapport d'accusation contre ces factions, dénonçant le plan de corruption des citoyens. Saint-Just rallie la convention qui décrète l'arrestation qui a lieu le 14 mars. Ils sont condamnés tous à mort le 24. La décision d'arrêter et d'éliminer Danton et ses amis fut bien plus difficile. Moins timoré que Robespierre, Saint-Just nourrit une rancœur farouche envers certains amis de Danton, et notamment Camille Desmoulins. Chargé encore une fois de rédiger le rapport d'accusation, Saint-Just le prône à la tribune de la Convention le 31 mars. Accusant Danton et ses amis de vouloir rétablir la monarchie, Saint-Just pointe toutes les ambiguïtés de Danton pour les transformer en crimes contre la République. L'élimination de tous les opposants à Robespierre et Saint-Just fait entrer la Révolution dans sa période la plus sombre. Loin de prendre fin avec l'écrasement des révolutions intérieures et les victoires face aux armées coalisées, la terreur est prolongée dans une ultime fuite en avant. Saint-Just durcit la répression en proposant d'interdire de séjour les nobles étrangers originaires des pays en guerre contre la France et en centralisant le tribunal révolutionnaire à Paris. Tout entier plongé dans le tout nouveau bureau de surveillance administrative et de police générale où il fait placer ses plus fidèles. Il participe très nettement au renforcement de la répression judiciaire à Paris. Loin d'avoir été renfermé par l'élimination, les tensions au sein du Comité du salut public ont plus fortement rejailli durant ces dernières semaines. De plus en plus accusés de tendre à un pouvoir personnel et dictatorial, Robespierre et Saint-Just furent de plus en plus isolés. Malgré la recherche de la concorde et les tentatives d'apaisement, l'intransigeance de Robespierre couplée à la fidélité de Saint-Just précipite la chute le 8 et le 9 Thermidor, la chute du régime de la terreur, ainsi que les têtes de Robespierre et de Saint-Just par la guillotine. Comme on l'a vu, déployant une grande énergie, Saint-Just va donner toute sa mesure aux armées, où il rétablit la discipline et assure les approvisionnements par des réquisitions forcées et des sanctions en tout genre. Ainsi sauve-t-il la Révolution avec la victoire de Fleurus le 26 juin 1794. Un mois plus tard, il sera guillotiné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.